Alors nous sommes ici sur ce magnifique belvédère de la Madone du Tel, particulièrement privilégié pour présenter cet ouvrage, Le Haut Pays Niçois, publié aux éditions Sutton, et coécrit avec mon ami Joël Jacquero, Pierre Mortimore pour la photographie. Alors on va d'abord définir ce concept de Haut Pays Niçois qui n'est pas évident. Géographiquement, on le délimite par au sud la vallée de l'Estéron, la confluence des trois vallées, la Bévéra, à l'ouest par les cols des Champs, Caillols, Alos, et au nord par le massif du Mercantour. Alors si on voulait caractériser ce Haut Pays niçois, il y a 4 facteurs à prendre en compte. L'altitude tout d'abord, la difficulté des communications, l'âpreté des reliefs et la médiocrité des ressources. Simplement pour parler de l'altitude, c'est un des départements qui a la plus forte dénivellation entre le bord de mer et son point culminant, le Gelas, 3143 mètres, 50 km de distance. L'âpreté des reliefs, du fait qu'on n'a pas eu de phénomène d'érosion glaciaire au Quaternaire, de sorte qu'on a des vallées très encaissées, qui n'ont été accessibles aux communications qu'à la fin du 19e siècle, et donc des ressources très médiocres, ce qui fait que les habitants, qu'on appelle les gavots, les habitants du Haut Pays, devaient s'expatrier à la ville, notamment l'hiver, pour augmenter leurs ressources. Ce Haut Pays niçois regorge de richesses botaniques, de richesses minérales, de richesses surtout de points de vue, comme ici où nous avons un des plus beaux panoramas de France certainement, puisque c'est ouvert à 360 degrés. Nous sommes ici sur le plateau du Tel, et plus précisément vous avez là le sanctuaire de la Madone du Tel, qui est un des sanctuaires les plus anciennement attestés dans la région. Par contre, le bâtiment que vous voyez là n'est pas très ancien, il date pour sa forme actuelle du 19e siècle, peut-être des dernières années du 18e siècle, mais il n'est pas très ancien. Par contre, on dit que ce sont des marins espagnols, vous avez la mer là, qui un jour pris dans une tempête ont vu sur ce plateau une pluie d'étoiles célestes entourant la Madone, et qu'ils ont voulu à tout prix venir ici pour remercier la Madone de les avoir sauvés. Alors c'est un des aspects les plus typiques du Haut Pays niçois. Ce n'est pas exclusif au Haut Pays niçois, c'est peut-être dans le Haut Pays niçois que ça revêt l'aspect le plus caricatural, qui est le village perché. Des villages perchés, on en trouve dans toute l'Italie, l'Espagne, le sud de la France, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais dans les Alpes-Maritimes, c'est vraiment un des aspects les plus typiques des Alpes-Maritimes. Ces villages perchés, ça se présente toujours à peu près de la même façon, c'est-à-dire en haut du village, toujours dans le couple indissociable, l'église et le château. Ce n'est pas en raison d'une quelconque alliance entre le sabre et le goupillon, c'est parce que le château est à l'origine du village. Il y a eu une période d'insécurité, certainement plurifactorielle, vers le Xe siècle de notre ère. Là, des châteaux se sont mis avec des châtelains, avec quelques hommes d'armes, et seul le châtelain avait les moyens de pouvoir rétribuer un prêtre, de pouvoir faire bâtir une église, de pouvoir acheter des reliques que l'on pouvait vénérer. Donc à l'origine, l'église que l'on voit était la chapelle castrale. Ensuite, le château souvent a été démantelé et a disparu, mais il en reste toujours l'emplacement, et l'église culmine en haut du village, et puis les maisons d'habitation ont coulé en quelque sorte en strates successives, puis le long des chemins de communication pour établir l'aspect du village actuel. Ici c'est assez caricatural à Utel. Regardez à droite, il y a une petite éminence un peu dénudée actuellement occupée par le cimetière. C'était le site de l'ancien château qui a été démantelé au XVe siècle. Tout le monde on connaît encore les pierres du château. Vous voyez que juste à côté, l'église qui fait barre presque un éperon, elle a fait partie du système castral, elle fait toujours partie du système de défense, même si elle a été refaite à une époque ultérieure pour celle-ci, vers le XVIe siècle. Et ensuite, vous voyez que le village prend la forme d'un Y couché, avec une ligne de maisons en haut qui s'étale sur l'ancien chemin pour aller à Marie-sur-Tinée, et de l'autre une ligne de maisons qui descend vers le fond de la vallée où était le chemin d'accès initial au village. Parce que bien sûr, le réseau de routes que l'on voit actuellement ne date que du début du XXe siècle. Il ne reflète pas le système de chemin qu'il y avait autrefois lorsque ces villages ont été fondés.
Alors voilà, Latour-sur-Tinée, ce nom même de Latour-sur-Tinée met bien en évidence le processus militaire et défensif. Latour, ça faisait d'ailleurs partie du cortège de la couronne de villages perchés et de fortifications qu'avaient édifié les féodaux locaux en la personne des barons puis des comtes de Beuil. Vous voyez très bien à gauche le château, juste à côté l'église et le village qui coule un petit peu vers son traditionnel chemin d'accès vers le bas de la vallée de la Tinée. Voilà, un très bel exemple encore à quelques kilomètres du Tel, Latour sur Tinée. Nous sommes dans l'intérieur de la collégiale de Puget-Théniers. Toutes ces chapelles ont un trésor plus ou moins bien connu, et je pense que celui-ci est peut-être parmi les plus méconnus et les plus beaux. Vous avez là un ensemble d'une vingtaine de figures en bois qui sont d'échelles différentes. Vous avez ici une grande échelle qui représente d'une façon très réaliste la mise au tombeau de Jésus. Derrière, vous avez la résurrection en plus petit personnage et encore derrière, une crucifixion. Alors on se demande un peu pourquoi ces échelles différentes pour trois scènes différentes. C'est que très probablement cet ensemble n'a pas été composé pour cette église. C'est pour ça qu'il est si méconnu. On le voit, il est mal mis en évidence. Il a probablement été composé pour un couvent qui se trouvait ici, le couvent des Augustins, qui a fermé à la Révolution et où certainement il était mis en scène d'une façon beaucoup plus réaliste. Alors cet ensemble se distingue, regardez, la finesse des visages, l'expressivité des visages. Nous sommes certainement dans une œuvre qui n'est pas d'origine italienne, qui est d'origine flamande. Ce sont les Flamands qui se spécialisaient dans le réalisme des visages et des costumes. Alors voilà, ce rétable est probablement l'œuvre d'un artiste flamand, c'est-à-dire qu'il s'est formé dans les Flandres et dans le duché de Bourgogne, qui a pour nom Mathias d'Anvers. Ce n'est pas signé, mais on sait que ce sculpteur-peintre exerçait ici à Puget-Théniers. Il a épousé une fille du coin. C'est une œuvre qui est absolument unique dans la région niçoise, où on a des rétables peints comme celui du fond de l'église, mais on a très peu de rétables sculptés. Alors nous avons consacré un chapitre entier au haut pays et la guerre. Il faut savoir que pendant plus de 5 siècles, le comté de Nice a été partagé ou déchiré entre ses puissances tutélaires, la France et les États de Savoie. Les États de Savoie qui ont été envahis à 5 reprises par les troupes françaises. Là, nous sommes en 1536. Les troupes espagnoles à la solde de Charles Quint vont s'emparer de la ville, massacrer la moitié de la population, incendier la ville et installer une garnison. Quelques mois plus tard, la population va se libérer, égorger le gouverneur et se donner au roi de France qui, en gratitude, en témoignage de gratitude, va lui accorder des franchises fiscales. À l'époque de Louis XIII, on va commencer à refortifier la ville, mais c'est surtout Vauban, avec son ingénieur Niquet. Vauban ne viendra pas, mais c'est l'ingénieur Niquet qui viendra à Entrevaux et qui va lui donner son visage de ville fortifiée, tel qu'on peut le voir actuellement. Donc notamment cet étonnant chemin fortifié qui monte de la ville basse jusqu'à la citadelle, le mur d'enceinte avec ses tours bastionnées, mais également cette église où nous nous rendrons tout à l'heure, qui est une église elle-même fortifiée, insérée dans le rempart. Alors de ce passé militaire, le Haut-Pays conserve de nombreux témoignages, notamment à travers ses fortifications, ses citadelles, également des casernements d'altitude, des postes d'altitude et aussi des routes stratégiques qui ont été construites à des fins militaires. Voilà, nous nous trouvons ici devant une église un petit peu surdimensionnée. On ne s'attend pas trop à trouver un portail d'une telle dimension avec un tel effort de sculpture dans les vantaux de la porte. Vous reconnaissez des armoiries papales, épiscopales, l'agneau de Saint Jean-Baptiste, puisque cette église est dédiée à Saint Jean-Baptiste. Cette église n'est pas une église comme les autres, c'est une cathédrale. C'est-à-dire qu'Entrevaux a été une grande cité militaire, mais elle était également une cité épiscopale depuis le VIe siècle de notre ère et jusqu'à la Révolution. Malheureusement, son titre n'a pas été ensuite repris lorsque Napoléon a fait le Concordat. Il y a eu donc une suite d'évêques
dont nous avons la liste quasi ininterrompue depuis le VIe siècle, ces évêques souvent ne résidaient pas dans la ville jusqu'au Concile de Trente. Vous savez qu'avec la Réforme catholique et le Concile de Trente, les évêques ont été astreints à résidence et ils ont donné un certain lustre à la ville, puisque un évêque qui résidait, cela voulait dire un palais épiscopal, cela voulait dire un évêque subsidiaire, cela voulait dire un séminaire, cela voulait dire un chanoine de prêtres. Il y a eu jusqu'à une quinzaine de prêtres à Entrevaux qui résidaient ensemble dans un bâtiment qui s'appelle le chapitre canonial, la maison canoniale, la canonica. On n'a bien sûr pas pu se rendre sur le col de Tende pour des raisons de logistique, mais également parce que cette région vient de beaucoup souffrir de la tempête Alex. Et j'ai entendu dire, parce que je ne m'y suis pas rendu personnellement bien sûr, que l'ancienne route du sel, la route royale, faite au XVIIe et XVIIIe siècle par les ducs puis rois de Piémont-Sardaigne pour rejoindre Nice à Turin, avait beaucoup souffert. Et c'est bien dommage parce que c'était certainement le président Thomas Jefferson, le deuxième président des États-Unis, qui l'a dit, c'était un des plus beaux ouvrages réalisés en Europe depuis l'Empire romain. Une route carrossable partant de Nice et escaladant le col de Tende, en partant de Tende elle-même, la ville est en gros à 1000 mètres, à 1800 mètres d'altitude, avec une route enlacée qui ne comporte pas moins de 32 lacets et qui était empruntable par les voitures à cheval, bien sûr. C'est d'ailleurs par là qu'est passé le pape Pie VII en 1809, lorsqu'il est allé de Nice à Cougny. C'est un ouvrage absolument merveilleux que nous avons bien illustré dans le livre.